6h07, c'est notre dossier du jour, une page historique. C'était il y a 74 ans, jour pour jour, le 1er octobre 1946, se terminait le procès de Nuremberg en Allemagne, procès qui a duré 11 mois, durant lesquels la responsabilité des principaux responsables du Troisième Reich a été passée au peigne fin. Ce jour-là, donc le 1er octobre, les verdicts tombent. Sur les 24 dignitaires nazis présents dans le box des accusés, 12 seront condamnés à la peine de mort. Mais avant de revenir dans le détail sur ces condamnations, rappelons, Christophe Darr, les conditions d'organisation de ce procès hors du commun qui jette les bases d'une justice internationale. C'est en pleine Seconde Guerre mondiale, en effet, que les Alliés mettent en place une commission des crimes de guerre aux Nations Unies et réfléchissent à poursuivre les responsables nazis. Alors au début, une liste d'une dizaine de noms seulement est dressée, mais la découverte des camps de concentration et d'extermination dans les premières semaines de l'année 1945 allonge la liste de nouveaux noms de cadres nazis. À la fin de la guerre, les vainqueurs, les Alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France se mettent d'accord pour la mise en place d'un tribunal militaire international qui jugera les nazis sur 4 chefs d'accusation qui sont invoqués. Complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire que cette condamnation, donc les crimes contre l'humanité, est invoquée. Ouais, ce tribunal siégera donc à Nuremberg, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, une ville alors en zone d'occupation américaine. Mais alors pourquoi Nuremberg ? Eh bien 2 raisons, Ilana. D'abord, c'est que la ville est certes en partie en ruine, vous me direz que c'est le cas évidemment de l'Allemagne à cette période, mais il faut dire que le palais de justice de Nuremberg, qui abritera le procès, est encore debout. Et surtout, Nuremberg est une ville symbolique. C'est là qu'ont été promulguées les lois antisémites de 1935. C'est là que Hitler organisait des démonstrations de force devant des milliers de personnes. Vous avez sans vu ces images de propagande, notamment lors des congrès annuels du parti nazi. J'ajoute d'ailleurs que ce qui est intéressant avec le palais de justice de Nuremberg, c'est qu'il est relié en fait via un tunnel aux prisons, les fameuses prisons où sont détenus évidemment les nazis qui seront jugés lors de ce procès. Alors, tout un symbole, mais il faut dire que beaucoup dans la garde rapprochés d'Adolf Hitler étaient déjà morts et se sont même suicidés avant 1946 pour ne pas tomber aux mains des Alliés. Hitler lui-même a mis fin à ses jours le 30 avril 1945. Également le ministre de la propagande, Joseph Goebbels, et le Reichsführer Heinrich Himmler. Ajoutons aussi les nazis qui ont fui à l'étranger, notamment en Amérique latine. Ça fait donc déjà beaucoup d'assassins qui ne peuvent pas être jugés. Mais alors, qui sont les nazis jugés à Nuremberg ? Sur le banc des accusés, on en trouve une vingtaine. Le plus haut dignitaire du Reich, encore vivant après la mort de Hitler, c'est Göring, le commandant de l'armée de l'air allemande. C'est un petit peu lui, on va dire, qui va être, pardonnez-moi l'expression, mais un peu la star de ce procès. On va vraiment être focalisé sur ce personnage parce que voilà, c'est le plus important dans le box des accusés. D'ailleurs, vous avez sans doute vu déjà, Ilana, cette célèbre photo où on les voit tous alignés avec les gardes autour. Donc Göring est là et vous remarquerez que c'est celui qui est le plus détaché, le plus désintéressé. En fait, un mépris odieux et d'une arrogance extrême qui avait d'ailleurs beaucoup choqué les correspondants à l'époque. Et puis il faut évidemment souligner les responsables de la Shoah qui ont à répondre de leurs actes. Malheureusement, ils sont très peu nombreux. Ce sont ceux qui souvent ont plié bagage avant d'être arrêtés. Mais il y a tout de même dans le box des accusés Kaltenbrunner, le chef de l'office central de la sécurité du Reich, qui comprend notamment la Gestapo et qui avait organisé la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe, ainsi que le gouverneur général de Pologne et commissaire du Reich pour les Pays-Bas, qui ont été responsables chacun de la déportation des Juifs dans leur pays. Il faut aussi souligner la présence de Julius Streicher, qui a appelé à l'extermination des Juifs dans les colonnes de son journal Der Stürmer, et Wilhelm Frick, principal auteur des lois de Nuremberg en 1935, dirigeant du protectorat de Bohême-Moravie, qui donc comparaissent également. Ce ne sont pas les noms les plus célèbres, mais ils sont symboliques en fait, évidemment, de cette horreur et de ces atrocités, d'où leur présence dans le box des accusés. Et parmi les autres nazis jugés, on compte aussi un certain Ribbentrop et Speer. Et oui, et ça nous rappelle nos cours d'histoire, parce que ce sont les ministres des Affaires étrangères et de l'armement, ainsi que Kettel et Jodl. Eux, ils sont en charge des opérations militaires. Notez, Ilana, qu'un 24e nazi est jugé malgré son absence. C'est Martin Bormann, le secrétaire particulier de Hitler. Il disparaît lors de la bataille de Berlin dans les premiers jours plutôt du mois de mai 1945, au moment de l'ouverture du procès. On présume qu'il est en fuite. Et puis à tous ces noms, Christophe, le procès de Nuremberg juge également
également des entités, le gouvernement du Reich, bien sûr, la SS, la Gestapo, l'état-major général et le haut commandement des forces armées allemandes. Naturellement, ce procès attire donc beaucoup de journalistes. 400 d'entre eux viennent du monde entier à Nuremberg pour suivre les audiences et voir les visages de ceux à l'origine de l'atrocité et de la barbarie. Ben oui, parce que finalement, on ne les connaissait pas et c'est vrai que beaucoup de journalistes vont beaucoup s'intéresser à leur portrait, à leur visage, à leur côté français. Les meilleures plumes des grands journaux sont mobilisées. La plus célèbre sans doute est celle de Joseph Kessel qui écrit dans François, mais on a aussi des journalistes du Figaro, de Combat, ça c'est le journal d'Albert Camus, du Parisien libéré. Le réalisateur américain John Ford filme le procès et puis tout ce monde suit du coup les longues audiences de ce procès fleuve. Imaginez, il en a que 3000 tonnes de documents vont être étudiés dans le détail. 94 témoins sont entendus, 33 pour la défense, 61 pour l'accusation. Et on le disait, donc 11 mois de procès. Au cœur de ce procès, bien sûr, le génocide des Juifs, évoqué dans le réquisitoire général au début du procès et inclus dans les crimes contre l'humanité. De nombreux témoignages évoqueront justement au cours des audiences la Shoah. Oui, malheureusement très peu nombreux finalement quand on reprend l'ensemble du procès, parce que ça n'a pas été le cœur en fait de ce qui s'est passé à Nuremberg. Ça a été évoqué, mais ça n'a jamais été finalement aussi central que ça aurait dû l'être, parce qu'on s'est aussi beaucoup attardé sur l'aspect des combats, etc. Et aussi certains crimes, par exemple, comme le massacre de Katyn. Il faut oublier que tous les alliés avaient chacun aussi des comptes à régler avec les nazis. Donc voilà. Alors, il y a eu effectivement d'abord la projection d'un documentaire qui reprend les images tournées lors de la libération des camps de concentration et d'extermination par les troupes alliées. C'est la première fois que l'image sert de preuve dans un procès. Ça aussi, c'est très important. Nuremberg est vraiment... et surtout qu'on est en 1946 aussi. Exactement. 1945 et 1946. L'accusation américaine fait comparaître un témoin, Otto Lendorf, l'ex-chef des Einsatzgruppen, qui reconnaît l'implication de ces unités dans l'assassinat des Juifs. Et puis autre témoignage, celui d'un prof d'Adolf Eichmann, chargé de la solution finale, qui revient sur l'organisation de l'extermination des Juifs. Et Eichmann, à l'époque de ce procès, on le sait, est encore introuvable. Il sera arrêté quelques années plus tard, en 1960, en Amérique du Sud, puis enlevé pour être jugé en Israël. Oui, exactement. En revanche, témoignage important lors du procès de Nuremberg, celui de Rudolf Höss, lui, comparé en 46. C'était le premier commandant du camp d'Auschwitz et il affirme que les ordres d'Hitler étaient clairs. Les SS devaient éradiquer le peuple juif. Et enfin, ça aussi, il faut le souligner, c'est important, le témoignage de Claude Vaillant-Couturier, la résistante déportée à Auschwitz-Birkenau avant son transfert à Ravensbrück, qui a vu de ses propres yeux des Juifs emmenés dans les chambres à gaz. Et le procès évoque aussi les camps de Chelmno, Belzec, Treblinka, Sobibor. On parle également du ghetto de Varsovie et on met en cause pour la première fois l'État français aussi, avec les lois anti-juives créées et appliquées par le régime de Vichy. Alors à l'exception de Hans Frank, gouverneur général de la Pologne, vous en parliez, tous les autres accusés nient les exterminations. Mais justement, comment se comportent les accusés à ce procès ? Je vous le disais, Göring qui sort d'une cure de désintoxication, parce qu'il faut aussi se souvenir que la plupart des accusés sont dans un état assez lamentable. Et celui qu'on observe le plus, c'est donc le plus haut dignitaire nazi présent, mais il montre de l'arrogance, de la morgue. Il est souvent indifférent au procès. Seul Albert Speer va plus ou moins assumer ses responsabilités. Toujours est-il que le 31 août 1946, aucun des accusés qui s'expriment une dernière fois avant les réquisitoires n'admettent avoir pris part à la barbarie qu'il aurait reprochée. Après de longues délibérations, la culpabilité de chaque accusé est enfin exprimée. Nous sommes alors le 1er octobre 1946, épilogue d'une année de procès et les peines sont prononcées, Christophe. Et la séance qui va durer 3/4 d'heure en dehors de la presse, 12 condamnations à mort par pendaison pour Göring, Ribbentrop, Kaltenbrunner et Bormann par contumace, notamment 7 peines de prison, dont 3 à perpétuité. Ce sera le cas pour Rudolf Hess, Albert Speer et l'amiral Dönitz. Et puis plus surprenant, 3 acquittements pour un journaliste nazi, pour Franz von Papen qui avait été chancelier puis vice-chancelier lorsque Hitler est devenu l'homme fort de l'Allemagne, et puis Schacht qui avait été ministre de l'économie, président de la Reichsbank. 3 acquittés qui comparaîtront devant les tribunaux de dénazification. Et rappelons que les 12 condamnés à mort font appel, mais tous les recours en grâce sont rejetés. Ils seront donc exécutés. Merci Christophe pour toutes ces informations. Il est 6h16. Tout de suite, le rappel des titres avec vous.